Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, inauguration ce matin de la bibliothèque de la Faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. C'est l'œuvre de la Fondation Odon Vallée. Le point est à suivre dans cette édition. Dans le cadre du projet régional de la boucle ferroviaire Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou, Lomé, les ministres en charge des transports des États membres de l'UMOA seront à Abidjan le 5 mai. Et puis, en inter, à 8 jours des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs événements ont été annulés, y compris à Moscou. Nous en parlerons en inter. Voilà pour le sommaire. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Comme je l'annonçais en titre, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le recteur de l'Université d'Abomey-Calavi et le doyen de la FSS ont inauguré ce matin la bibliothèque de la Faculté des sciences de la santé FSS de Cotonou. Le joyau est une œuvre de la Fondation Odon Vallée. Clémence Tonoucoin pour plus de précisions. Renforcer les capacités des étudiants inscrits dans les différents domaines de la santé à l'Université d'Abomey-Calavi, c'est l'objectif de la Fondation Vallée en collaboration avec l'ONG Bénin Excellence à travers l'implantation de ce centre de documentation. Le chef-d'œuvre, un bâtiment de type R+2, est composé de plusieurs compartiments, dont la bibliothèque. La bibliothèque a des caractéristiques fonctionnelles suivantes. Une capacité de 675 places assises pour les lecteurs. Un fonds documentaire de base de 10 000 livres d'édition récente, du matériel informatique et une connexion Internet haut débit par fibre optique pour vos différentes recherches. Avec contenu initial de plusieurs milliers de documents médicaux et paramédicaux, la bibliothèque sera constamment actualisée pour le bonheur de ses usagers. On a à peu près ici bien 8000 livres de médecine, pharmacie, etc. Et on va être à 10 000 très bientôt, d'ici un mois ou deux, et à 12 000 avant la fin de l'été. Alors, la médecine, c'est le pire des métiers et le meilleur. C'est extraordinairement prenant et c'est la raison pour laquelle la bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 8h à 20h et non pas 18h comme les autres bibliothèques. Se réjouissant de l'initiative, le doyen de la Faculté des sciences de la santé de Cotonou estime que le joyau est une opportunité pour ses étudiants. L'objectif majeur d'une bibliothèque est de mettre les savoirs à la portée de tous, en abattant un des murs de l'inégalité sociale, à savoir l'accès inéquitable à une formation de qualité. Les ouvrages équipant cette bibliothèque sont actuels et nous avons reçu la promesse qu'une mise à jour régulière sera faite. L'époque où nos étudiants ne lisaient que les livres estampillés, exclus de près, d'ailleurs est révolue. Dans son discours d'inauguration, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est revenue sur l'importance d'une bibliothèque dans un milieu de formation. Je dois vous rappeler que les bibliothèques font partie des critères qui positionnent les universités, les centres de formation, tout comme l'absence de bibliothèque qui déclasse ces mêmes centres de formation. Et lorsqu'on veut accréditer une communauté, on regarde également l'existence de ces infrastructures. Alors, mes chers amis, chers collègues, chères étudiantes, étudiants, nous sommes tous chanceux. Nous ne devrons plus permettre qu'on nous cache les choses dans les livres. Nous devons pouvoir les déceler. Nous devons pouvoir les découvrir. Nous devons pouvoir compléter la formation à travers les recherches, à travers la curiosité, pour voir le fond documentaire qui est assez impressionnant. À noter que le gouvernement béninois n'a pas marchandé son accompagnement dans la mise en place de cette infrastructure éducative moderne.
Et puis, dans le cadre du projet régional de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Niamey-Cotonou-Lomé, les ministres des Transports des États membres de l'espace UMOA vont se rencontrer à Abidjan le 5 mai. Suivez les détails. Les ministres en charge des transports des États membres de l'UMOA se réunissent le 5 mai 2023 à l'hôtel Pullman d'Abidjan. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet régional de la boucle ferroviaire Abidjan-Ouagadougou, Niamey-Cotonou-Lomé. Selon le communiqué de la direction de communication de l'UMOA, les ministres évalueront l'état de mise en œuvre des diligences concernant les recommandations de la déclaration ministérielle du 7 novembre 2019. Il sera également question de définir les nouvelles orientations pour la mise en œuvre du projet régional de la boucle ferroviaire. À cette occasion, la commission de l'UMOA présentera le projet de décision instituant le projet régional de la boucle ferroviaire. La rencontre ministérielle sera précédée d'une réunion préparatoire des experts du 2 au 4 mai 2023 à Abidjan. Le projet régional de la boucle ferroviaire doit relier par voie ferrée moderne 5 capitales, à savoir Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Cotonou et Lomé sur un itinéraire total de 3034 km, dont 1946 km à réhabiliter et 1088 km à construire. Action citoyenne et bonne gouvernance, le comité transitoire du collectif Alafia FIFA a organisé hier une conférence publique à Cotonou. Le conférencier Olivier Noukoukenou s'est entretenu avec une cinquantaine de participants sur le thème jeunesse, famille et engagement politique. Quel paradigme pour le développement inclusif? Suivez ici le compte rendu de Grâce Avalibé. Dans la salle, nous avons les jeunes étudiants, nous avons les élèves, nous avons les acteurs politiques, nous avons les représentants de football, nous avons également les autorités administratives et les autorités traditionnelles. Et toutes ces forces regroupées ont trouvé un intérêt à participer à cette conférence publique organisée par le comité transitoire du mouvement citoyen collectif Alafia FIFA qui s'engage pour le développement inclusif. Bon nombre de jeunes attendent forcément l'État pour un développement, alors que le développement part d'abord de soi-même. Voilà pourquoi le collectif Alafia FIFA a mûri les idées afin que nous puissions savoir que notre propre développement part d'abord de nous-mêmes. Normalement, dans les quartiers, dans les arrondissements, il doit y avoir des petites associations qui sont prêtes. Dès que la loi est adoptée, ça passe partout. Et des volontaires se mettent dans la ville, dans les rues, pour leur expliquer « Ah, hey, nos députés là, ils viennent de voter une nouvelle loi. Voici ce que ça demande. Attention, respectez, sinon c'est problème. » Et pour le précurseur du collectif et conférencier Olivier Noukoukenou, il est impératif pour la jeunesse, force de demain, de comprendre l'enjeu de l'engagement familial et politique maintenant pour un Bénin meilleur. Notre manque d'organisation et d'engagement freine notre élan de développement. J'ai peut-être 10 ampoules dans ma maison. J'offre une ampoule à la communauté. Et cette ampoule, c'est celle que j'ai mise devant mon portail. Ça a éclairé sur moi, l'autre ça a éclairé sur lui, ça contribue à notre sécurité. Il nous faut ça. On doit aller là, chers amis. D'ici là, on va nous poser la question, qu'est-ce que tu as pu faire? Le temps passe, chers amis. Le défi est d'avoir le contrôle de notre économie, chers amis. Les jeunes ne peuvent même pas s'unir pour dire, prenons ceci. Même si nous n'avons pas des industries, nous pouvons chercher à contrôler le secteur de la distribution, au moins au niveau détail. Le taux de chômage là, ça peut devenir autre chose, c'est-à-dire c'est des gens qui vont venir chercher du travail qui reste quoi. Comme on a dans d'autres pays où les gens sont tellement occupés qu'on va chercher les travailleurs ailleurs. On peut arriver à ça. On n'est pas nombreux, mais notre potentiel est tellement grand, mais qu'on n'exploite pas. Constitué de jeunes dynamiques, le comité transitoire du collectif Alafia FIFA fera ses preuves dans la consolidation de la paix, l'unité et la justice sociale.
En bref, une attaque terroriste sanglante a été perpétrée dans l'arrondissement de Kaobabou à Kéhirou dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Selon les informations, il s'agit de certains individus armés non identifiés qui ont fait irruption du côté ouest du village. 7 corps ont ainsi été retrouvés après leur départ, puis 13 personnes disparues. C'est le triste bilan de cette nouvelle attaque djihadiste dans le septentrion Bénin. Mais pour l'heure, aucune information officielle ne fait cas de cette situation dramatique. Parlons maintenant de ce don de l'association Caban Club qui a fait œuvre utile en effet. Elle est allée soulager, j'allais dire, les peines des orphelins de Grand Popo et de Védocor à travers des dons de vivres, de vêtements et une enveloppe financière. Arthur Ruendo pour le compte-rendu. Les pensionnaires de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire de Grand Popo ont vécu ce samedi une journée mémorable. Ils ont reçu la visite de l'association Caban Club qui, une fois encore, a fait parler son cœur de bon samaritain. Nous avons ramené des sacs de riz, des bidons d'huile, du sucre. Nous estimons que ce sont les premières nécessités qu'on a, de la tomate en boîte, des coquillettes, du spaghetti. À côté de ça, on a mis une petite enveloppe financière pour que s'il y a de petits manques, ils puissent être comblés par cette petite enveloppe-là. À chaque fois qu'on arrive ici, on a toujours une charge d'émotion. Fatih Dagia, l'un des membres de l'association Caban Club, prodigue de sages conseils aux enfants de l'orphelinat. Travaillez à l'école. C'est ce qu'on attend de vous. Travaillez à l'école. Parce que vous êtes l'avenir de ce pays et c'est à vous de construire ce pays. D'accord? D'accord les enfants, vous m'avez entendu? Oui, papa. Devant cette marque de générosité, le responsable de l'orphelinat Meilleur Cœur Solidaire de Grand Popo s'est confondu en remerciements à l'endroit de l'association Caban Club qui a fait des kilomètres de route pour semer la joie dans le cœur. Je ne m'attendais pas à des habits, donc il y a des compléments. Je ne m'attendais pas à une enveloppe financière. Alors c'est une surprise et positive pour nous. Donc tout cela m'amène à être très en joie. Je suis très content. Je remercie beaucoup l'association Caban Club. Le porte-parole des récipiendaires n'a pas caché d'exprimer lui aussi sa joie aux généreux donateurs. Il a profité de l'occasion pour faire une promesse. Je suis vraiment content. Je suis ravi de voir tous ces dons-là. Parce que nous étions très souffrants. Et par la grâce de Dieu, ils nous ont amené tous ces dons, du riz, des détergents. Nous promettons de bien travailler à l'école, de passer en classe supérieure. Après Grand Popo, ce fut le tour de Védocor. Ici, les enfants de Dame Prudence à Moussou, tombés lors des violences qui ont éclaté au lendemain des élections législatives de 2019, ont aussi reçu les mêmes dons. Objectif atteint donc pour l'association Caban Club, qui promet faire encore un peu plus les jours à venir. Du côté de Madagascar, le gouvernement souhaite réviser le code minier et s'est montré offensif en suspendant le projet d'extraction de sable minéralisé mené par Base Toliera, filiale de la compagnie australienne Base Ressources, dont l'investissement est pourtant estimé à 0,5 milliard de dollars. À Madagascar, le processus de réforme du secteur minier malgache, entamé il y a près d'une décennie, serait enfin sur le point d'aboutir. Le projet de loi du nouveau code minier a été adopté début avril en Conseil des ministres et devrait désormais être présenté au Parlement lors de cette nouvelle session qui s'ouvre ce mardi 2 mai. La société civile, très impliquée dans le processus de concertation, a exprimé sa satisfaction face aux avancées majeures enregistrées ces derniers mois et a fait également part de ses recommandations. Le coordonnateur national de la plateforme des sociétés civiles sur les industries extractives tient à souligner que ce sont des avancées notoires. À commencer par la hausse du taux de redevance passant de 2 à 5%, c'est très positif. Jusqu'à présent, nous avions le taux le plus bas des pays d'Afrique. Notre proposition était de passer à 8%. Le gouvernement a finalement pris la décision d'augmenter à 5%. C'est pas mal. Nous espérons que ça fera rentrer plus d'argent pour l'État.
À 8 jours des commémorations de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs événements ont été annulés, y compris à Moscou. Hier, de nouveaux incidents ont été signalés dans les régions frontalières de l'Ukraine. Suivez le commentaire. En juillet dernier, le tout premier drone signalé comme envoyé de l'Ukraine sur le territoire russe avait déjà visé un village de la région de Bryansk. L'engin était tombé dans une station-service. Depuis, les attaques se sont poursuivies et toutes les régions frontalières ont vu leur niveau d'alerte passer à moyen. Dimanche dernier, selon le gouvernement régional de la région de Bryansk, un bombardement ukrainien visant un village a fait 4 morts. Hier, ce serait selon un responsable local, un engin explosif qui a provoqué le déraillement puis l'incendie d'un train de marchandises. Ce dernier transportait, selon un média russe, du carburant et des matériaux de construction. Il y a 2 jours, un dépôt de pétrole, une cible très symbolique, avait été atteint par une attaque de drone. C'était à Sébastopol, en Crimée, un territoire annexé en 2014 par la Russie. Enfin, dans la rade de la ville, la défense russe aurait repoussé ce lundi encore des attaques de drones. Ces événements ravivent la crainte, déjà très présente, d'attaques très importantes pour le 9 mai, jour de commémoration de la Seconde Guerre mondiale, dite Grande Guerre patriotique en Russie. C'est ici, Madame, Monsieur, que se referme ce journal. Toute l'équipe de réalisation et de production, avec à sa tête Marcel Yedo, vous remercie de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et sur notre site internet www.bene-eden.tv. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.